inconditionnellement. La crise que nous traversons fait des morts, pas seulement d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue social. Le coronavirus touche indifféremment les riches et les pauvres. La récession ne fera de morts que parmi les pauvres. Nous devons agir urgemment en prolongeant l'indemnisation de tous les chômeurs, puis en la prolongeant de façon pérenne. Je propose d'interroger un dogme rarement remis en cause, celui de l'emploi à tout prix et de la valeur travail. La phrase d'Emmanuel Macron « Tous les Français n'ont pas le sens de l'effort » en est une parfaite illustration. S'il est vrai que le mépris avec lequel sont traités celles et ceux qui sont au chômage n'est pas partagé par tous, l'hypothèse jamais remise en cause de l'emploi à tout prix et sa valeur travail fait l'unanimité dans la classe politique. L'emploi à tout prix est même une obsession, puisqu'il est au cœur de toutes les phrases pleines de morgue devenues célèbres, prononcées par Emmanuel Macron. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. École numérique de Lunel dans l'Hérault le 27 mai 2016. Une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Alfred Ciné, Paris, 29 juin 2017. Je ne céderai rien, ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. École française d'Athènes, 8 septembre 2017. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. Corrèze, 4 octobre 2017. Et enfin, la célèbre « Je traverse la rue et je vous en trouve ». À propos de l'emploi adressé à un chômeur, Jardin de l'Élysée, 16 septembre 2018. Personne n'a relevé que derrière la violence inouïe de ces propos se cachait une idéologie, hélas, partagée par une grande majorité. Cette idéologie est posée comme hypothèse, jamais remise en cause. Elle est le fondement de toutes les politiques et l'obsession des commentateurs. Rétablir le plein emploi afin que chaque citoyen s'épanouisse. Tout d'abord, le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé. La France a connu un plein emploi fictif à une époque, années 50, début des années 60, où presque la moitié de la population n'était pas employée, à savoir les femmes. Et c'est d'abord une mise au point à faire. Si nous voulons comprendre l'enjeu de ce débat, il faut impérativement différencier l'emploi et le travail. Ces deux termes ne se recouvrent pas. L'emploi est obligatoirement sanctionné par une fiche de paye. Après avoir dit cela, on comprend parfaitement que bon nombre de personnes travaillent sans être employées. À commencer par l'immense majorité des femmes après-guerre qui ont énormément travaillé, élevé les enfants, les tâches ménagères, etc., sans être employées. En écrivant ces mots, en lisant ces mots, je travaille sans être employé. La liste de celles et ceux qui travaillent sans être employés est immense, à commencer par tous les étudiants. Pour comprendre l'aberration du plein emploi tant adulé, il suffit de poser les chiffres. Il y a au minimum 6 millions de chômeurs dans ce pays, source Les Échos, chiffre au plus bas, mais vraiment au plus bas, si l'on considère uniquement les inscrits à Pôle emploi. Même si l'on arrivait à créer 1 million d'emplois, ce qui serait énorme, on est d'accord, il resterait encore au minimum 5 millions de personnes précarisées. On en fait quoi? On en parle ou elles sont quantité négligeable? En ce domaine, force est de reconnaître que les libéraux n'ont pas l'exclusivité des recettes à coups de baguette magique. Certains sur leur gauche préconisent l'interdiction des licenciements et le partage du temps de travail.
Je n'ai absolument rien contre ces propositions, mais elles sont mensongères quand elles prétendent résoudre le problème de l'emploi. D'autres sur leur droite avancent la funeste préférence nationale sur le thème « Les émigrés dehors, les Français d'abord ». Inutile de dire à quel point les défenseurs de cette thèse sont aussi dangereux que menteurs. Tous ces programmes sont souvent résumés en une phrase « Avec moi » ou « Moi président », ce sera le retour au plein emploi. Ces promesses sont et seront toujours un mensonge. Mensonge aussi énorme que de supprimer le remboursement des médicaments sous prétexte que personne ne sera plus malade. Ainsi, pour l'ensemble des partis politiques, le salarié proche du licenciement est un client, un sujet digne d'intérêt. À grands efforts et à grand renfort de déclarations, on dénonce la fermeture de certaines usines, même si la religion libérale interdit à ses adeptes d'être trop véhéments à ce sujet. Mais quand ce même salarié se trouve au chômage, il passe aux yeux de tous de victime à coupable. Non seulement il est négligé, mais pire, il est méprisé, contrôlé, harcelé et forcé d'accepter n'importe quel petit boulot à n'importe quel prix, et cela au nom de la sacro-sainte valeur travail, qu'il faudrait d'ailleurs appeler valeur emploi. Car la méprise est dans ce mot. La valeur travail, l'immense majorité des chômeurs la partagent, mais ils n'en ont pas la même définition. Lorsqu'ils sont autour des ronds-points à parler politique, lorsqu'ils font des propositions sur une fiscalité juste assortie de services publics renforcés et non dégradés, lorsqu'ils élèvent leurs enfants, lorsqu'ils font partie d'une des milliers d'associations sans lesquelles la France n'existerait pas, ils travaillent. Mais pourquoi la valeur travail, ou plutôt la valeur emploi, serait-elle prioritaire? Pourquoi serait-elle supérieure aux autres valeurs? Je revendique, tout autant salutaire et indispensable, les valeurs repos, partager du temps avec ses amis, ses enfants, aller au spectacle, au cinéma, lire un livre, écouter une chanson, regarder la télé, manger un bon plat, aller en vacances, aller au musée, échanger, aimer, bref, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Ce qu'on appelle valeur travail est souvent synonyme d'emploi pénible, très mal payé, d'emploi à temps partiel, loin de chez soi, d'emploi subi et non choisi. En quoi la valeur de ces boulots asservissants serait-elle supérieure à une seule des valeurs citées ci-dessus? Et pourtant, au nom de cette sacro-sainte valeur, Nicolas Sarkozy pouvait tranquillement humilier le chômeur qui se lève tard et l'opposer au smicard qui se lève tôt. Manuel Valls, tout comme Laurent Wauquiez, pouvait surfer sur la rhétorique des droits et des devoirs. Et Emmanuel Macron peut maintenant fustiger le manque d'efforts de certains Français, autrement dit, en langage courant, le manque d'efforts des feignants de chômeurs. C'est encore au nom de cette valeur travail que la France dépense plus de 100 milliards d'euros par an pour l'emploi à tout prix, allant même jusqu'à financer Alstom pour des TGV qui ne serviront à rien, puisque promis à des lignes régionales non équipées. Cette folie de l'emploi a notamment conduit au CICE, ce fameux plan d'aide aux entreprises qui devait créer 1 million d'emplois et qui n'a de fait eu pour conséquence que l'augmentation obscène des marges des plus riches. Lorsqu'on s'attaque aux droits des chômeurs, des plus précaires, on s'attaque aussi aux droits des salariés à l'emploi stable. En effet, moins les chômeurs ont de droits, moins les salariés en CDI ont le choix de dire non, auquel cas on leur répond « il y en a 200 qui attendent ta place ». En organisant la guerre contre les chômeurs, on favorise le dumping social. Comme membre du CNNR, je ne ferai qu'une seule proposition. Sur le principe du régime général de la sécurité sociale, cher à Ambroise Croizat, émanation du Conseil national de la résistance, nous devons penser des droits attachés à la personne et déconnectés de l'emploi. Il s'agira d'élaborer une sécurité salariale détachée de l'emploi. Pour cela, je propose une assurance chômage
inconditionnel. Cette réforme permettrait à des millions de personnes de vivre bien au-dessus du seuil minimum de pauvreté et entraînerait, par ricochet, la revalorisation des salaires de tous les emplois pénibles. Cette réforme est tout aussi possible que la mise en place de la sécurité sociale. Ce n'est pas une question de financement. On s'évertue à dilapider les fonds publics en exonération et autres aides aux emplois inutiles. C'est une question de priorité absolue, née de la volonté ardente de refuser les politiques néolibérales qui ont conduit à notre perte. Nous n'avons pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Ce n'est qu'en regroupant toutes les forces autour de nos aspirations quasi unanimes que nous arriverons à mettre en place un État-providence véritablement solidaire au service de toutes et de tous. Et j'en terminerai avec le préambule de la Constitution de 1946 qui dispose en son 11e alinéa, je vous le lis, elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité les moyens convenables d'existence. Voilà. Tout est dit, et depuis 1946, hélas, nous n'avons été que de régression en régression.